Aujourd'hui, à Empreinte sauvage, on parle d'un sujet très polarisant, un sujet qui dérange, un sujet qui oppose deux camps qui carburent à l'émotivité plus souvent qu'autrement. Aujourd'hui, on parle de la chasse aux phoques dans le Saint-Laurent. Alors bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du balado Empreinte sauvage. Empreinte sauvage, c'est un lieu où on se permet de fusionner, de mélanger politique et environnement, nature, animaux. On se permet d'aborder des dossiers qui sont délicats, mettent en lumière des problématiques, des problèmes qui minent la santé des écosystèmes qui nous entourent. Et aujourd'hui, on est servi parce qu'on aborde un dossier que j'oserais dire explosif. La chasse aux phoques, ça fait réagir très fortement dès qu'on aborde cette question-là. Et c'est une des raisons pourquoi je voulais aborder ce thème-là dans le cadre de mon balado. Parce que les gens deviennent attentifs quand on parle de ce sujet-là. Et de la façon dont moi je le comprends, de la façon dont moi je l'analyse, ça me permet surtout de parler de l'état de santé du Saint-Laurent. Et c'est de ça dont il est question dans cet épisode-ci. L'état de santé du Saint-Laurent, à mon point de vue, et appuyé à partir de nombreuses sources scientifiques, ne permet pas la relance d'une chasse industrielle aux phoques. À la base, moi, j'ai pas de problème avec la chasse aux phoques. Le problème que je vois, c'est quand on milite en faveur d'une chasse industrielle visant ces animaux-là en prétendant que ça va permettre le retour de la morue, hein, le retour des grands bancs de morue d'antan avant qu'on les détruise par une surpêche inconsidérée. C'est faux de penser que le fait d'éliminer les phoques va permettre le retour de la morue. Le Saint-Laurent, le golfe Saint-Laurent, l'estuaire du Saint-Laurent, dans son état actuel, ne le permet tout simplement pas. Pour toutes sortes de problèmes qui s'appellent l'hypoxie, qui s'appellent conditions de trop chaudes. Alors, il faut arrêter avec ça, là. C'est pas vrai que le phoque empêche le rétablissement des grandes populations de morues. Bien au contraire. Le phoque, on va le voir dans l'épisode, rend des services de contrôle des populations de poissons qui s'attaquent aux larves de morue. On va le voir, ça, dans cet épisode-ci. On va aussi discuter du fait que le golfe a besoin de populations nombreuses de phoques pour bien fonctionner. Ça a toujours été prévu comme ça et ça doit être comme ça. Hein? Par le passé, il y avait des énormes troupeaux de phoques et il y avait énormément de morues aussi. Ce ne sont pas les phoques qui ont fait disparaître les grands bancs de morues, c'est la surpêche. Je veux aussi préciser quelque chose tout de suite par rapport aux phoques du Groenland. C'est lui qu'on a pointé du doigt pendant des décennies disant que cette espèce-là empêchait le retour le rétablissement des populations de morues. C'est faux. C'est prouvé scientifiquement que le phoque du Groenland n'est pas un consommateur de morue franche. Hein, parce qu'on dit morue, là, il y a pas juste une seule espèce. Là, celle qui était commercialisée, c'était la morue franche. Le phoque du Groenland est plus petit, va s'attaquer surtout à de la morue arctique. Le phoque du Groenland, c'est une espèce qui ne passe pas beaucoup de temps dans le golfe Saint-Laurent. C'est une espèce qui vit plus au nord, vient mettre bas sur les glaces durant l'hiver, mais il y a de moins en moins de glace. Alors, c'est une espèce qui pourrait, selon, encore une fois, les spécialistes, carrément disparaître du golfe Saint-Laurent à plus ou moins brève échéance. Le phoque gris, hein, vu que là, ça a été prouvé que ce n'était pas le phoque du Groenland qui était le problème, on s'est alors tourné vers le phoque gris pour prétendre que c'est lui qui empêchait le rétablissement de la morue. C'est un phoque qui est plus gros. C'est vrai que c'est un poisson, c'est un phoque qui va manger des plus gros poissons, mais dans son cas, à lui aussi, la morue ne fait pas partie, c'est pas la source principale de son alimentation. Là, il y a eu des études qui ont été faites qui disaient qu'au sud du golfe Saint-Laurent, le phoque gris était vraiment un problème pour le rétablissement des morues. Mais il faut savoir que les problèmes principaux qui frappent la morue
c'est pas le phoque. Le problème principal, c'est que l'hypoxie a fermé des grands secteurs du golfe Saint-Laurent à la morue parce qu'il n'y a plus assez d'oxygène dissous en profondeur pour permettre la vie de la morue à ces endroits-là. L'hypoxie, c'est ça, hein, c'est la chute des taux d'oxygène. L'hypoxie, même quand elle permet, elle n'est pas trop exacerbée puis elle permet à la morue de survivre, elle freine sa croissance. Et on sait que le phoque gris ne mange pas les grandes morues. Le phoque gris va s'attaquer aux morues intermédiaires. Donc, c'est sûr que l'hypoxie, en empêchant la morue de grandir, ça les rend plus vulnérables à la prédation exercée par les phoques gris. Mais ce qu'on sait, c'est que d'abord et avant tout, le non-rétablissement des populations de morues, c'est beaucoup lié à la raréfaction, hein, un beau petit mot dur à prononcer, raréfaction du caplan. Le caplan figure vraiment très haut dans la liste sur le menu de la morue franche. Et quand on a moins de caplan, par le fait même, on a moins de morues. Alors, ça, c'est vraiment un facteur très important qui explique le non-rétablissement des populations de morues. On a aussi un problème avec la morue au départ du processus. Hein. Les larves de morue ont besoin d'une eau avec une température assez froide et là, les eaux du golfe de l'estuaire se réchauffent. Ça complique la survie des larves de morue. Les larves de morue vont manger du plancton. Le plancton, on sait que dans le golfe Saint-Laurent, depuis à peu près 10, 15, 20 ans, la masse planctonique a décliné de 30 à 50%. C'est sûr et certain que ça a un impact dévastateur sur les jeunes morues. Et en plus, les températures plus chaudes, ça va accélérer le métabolisme des morues une fois qu'elles sont adultes. Et ça va réduire leur réserve énergétique. Donc, ça complique aussi la survie. Alors, hein, hypoxie, hausse des températures, c'est vraiment raréfaction du caplan. C'est vraiment des sources de problèmes qui empêchent le rétablissement des grandes populations de morues. Il y a des scientifiques qui le disent, puis vous allez voir dans l'épisode, j'ai placé des sources. Hein. Vous pouvez faire pause puis prendre le temps de lire vraiment les extraits de journaux, de rapports scientifiques que j'ai placés dans le montage. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations qui se retrouvent là. Et il y a un scientifique, hein, Michel Starr, pour ne pas le nommer, qui a clairement dit que même si on éliminait tous les phoques, ça ne permettrait pas le retour de la morue parce que les conditions dans le golfe Saint-Laurent, dans l'estuaire du Saint-Laurent, ne permettent plus la présence de grands bancs de poissons comme on avait par le passé. Ce qui dédouane les phoques. À un moment donné, il faut arrêter. Là. Je comprends là, que le plus simple, c'est souvent vers ça qu'on se tourne. Hein. L'explication la plus simple, c'est souvent vers ça qu'on se tourne. Mais c'est faux de penser que c'est le phoque qui empêche le retour de la morue. C'est faux, je le dis, je le redis, et on va le répéter durant cet épisode-ci à maintes et maintes reprises. Alors, arrêtez de penser à de créer une chasse industrielle du phoque pour tuer. Hein, j'ai lu des avis qui disaient qu'il faudra en tuer 50 000, 70 000 dans le golfe Saint-Laurent pour être capable de ramener pour ramener la morue. C'est faux. Puis une fois qu'on les aurait tués, après ça, on va se tourner vers qui? Le marsouin commun. Marsouin commun, il y en a 350 000 dans le golfe Saint-Laurent. Est-ce que c'est... Puis il mange de la morue lui aussi. Tu sais, il faut arrêter, là. Là, présentement, ce qui est super important, c'est de faire très attention parce que l'estuaire et le golfe Saint-Laurent sont au bord du gouffre. Il faut faire attention à ces milieux de vie-là qui sont ultra précieux et dont on a la responsabilité. Je vais vous mettre des liens aussi en bas de la vidéo là, sur YouTube. Vous allez pouvoir consulter, aller plus loin en lisant des rapports scientifiques et tout ça pour vous aider à y voir plus clair. Et pour nous aider à mieux comprendre cette situation-là, j'introduis dès maintenant Jacques Gélineau, un gars qui est en première ligne, qui observe les phoques depuis des décennies, qui travaille avec une station scientifique sur la Côte-Nord. Avec lui, on discute de la chasse aux phoques.
J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Jacques Gélineau dans notre studio virtuel. Jacques Gélineau, comment ça va? Excessivement bien. Moi, ça va tout le temps bien. Malgré les causes qu'on défend, il faut Ouais, rester ouais. optimiste parce que baisser les bras, ça sert à rien. Puis c'est sûr que la période là qu'on traverse est très morose. On voit que les grandes avancées qui ont été faites dans le temps du Peace and Love, ben là, tout ça, c'est balayé du revers de la main avec les nouvelles générations. Donc là, on s'en va vraiment vers une planète qui a de plus en plus besoin de science, de plus en plus besoin d'activistes. Et c'est ce qui manque cruellement, parce qu'ils sont tous en train de prendre le retraite. Bon, hein, ceux qui nous regardent ont déjà compris hein, à quel point, d'une part, je suis content de t'avoir, que tu aies accepté mon invitation parce que oui, on a un sujet aujourd'hui qui est polarisant, qui dérange depuis, je dirais, un demi-siècle. Et je parle, hein, c'est la chasse aux phoques. Et là, on a un gars, j'adore c'est Jacques Gélineau, c'est un homme qui est en première ligne, qui est sur le terrain. Sérieusement, tu passes quoi, la moitié de l'année en mer, dans la baie de Sept-Îles, principalement pour surveiller ce qui se passe. C'est un homme qui voit évoluer les choses. C'est un témoin de première ligne. C'est surtout un loup de mer qui n'a pas vraiment la langue dans sa poche. Alors, pour un sujet comme celui-là, c'est un être tout désigné. Et là, il y a quelque chose à dire. Vas-y. Je vais reprendre un peu ton introduction. Je te remercie en passant, là. Seulement, c'est pas juste dans la région de Sept-Îles, en fait, c'est toute la Côte-Nord, parce que je travaille avec la station de recherche en ce moment. En ce moment, en fait, depuis Je viens que tu marres, 1988, là. là. Donc, j'ai autant de temps de mer de fait dans la région de la moyenne Côte-Nord, région Méganie, que dans le Golfe Solana à partir de Pointe-des-Monts jusqu'à Moisy. Donc, en fait, on peut dire toute la Côte-Nord, mis à part la basse Côte-Nord, que j'ai fait quelques incursions, mais j'ai vraiment pas, comment je pourrais dire, ausculté en profondeur cette région-là, parce que de toute façon, elle est inaccessible pour l'instant. Puis en plus, ben, tu as une maison, toi, direct sur le bord du golfe Saint-Laurent. Fait que même en te levant, tu as déjà un point de vue sur ce qui se passe. Oui, d'une part, puis aussi les sorties que nous faisons depuis 97. J'ai initié un programme de recherche en 97 sur l'ensemble, pour relever, ni plus ni moins, l'ensemble des mammifères marins de la Côte-Nord. Donc ça nous occasionne, je dirais, entre 60 et 75 sorties annuellement, là, quand on regarde le mauvais temps, tout ça. Ça tourne alentour de ça. Ça fluctue en fonction des années. Il y a des années qui sont beaucoup plus exécrables au niveau de la température. Ouais. Et je te dirais que ça représente en temps de mer, on commence en fait à la mi-mars. L'année passée, c'est la première de mars parce qu'il y a de moins en moins de couverts de glace. C'est ça, la glace s'en va, hein? C'est ça. Là, ça se termine en janvier, début janvier. Donc, quand on fait nos dernières sorties, on côtoie les glaces. C'est quand on fait nos premières sorties, on côtoie les glaces. Puis là, il en reste 2 mois de la glace, finalement, dans ton coin, si j'ai compris, là. Là, il n'y a pas de glace vraiment sur la Côte-Nord. Disons que depuis 4 ou 5 ans, là. Mais il faut dire une chose, c'est que de façon normale, je vous dirais que la glace qui va prendre sur le long de la Côte-Nord avec les alizés qui proviennent du Nord sont souvent chassés sur la rive sud. Donc, les gros packs de glace s'agglomèrent surtout du côté de la Gaspésie puis dans l'estuaire. Ici, sur la Côte-Nord, c'est à partir de, je dirais, fin janvier, début février, aller jusqu'en mars, où on assiste à ces packs de glace qui commencent à changer de direction avec les alizés qui proviennent de l'ouest. Souvent, on va avoir des agglomérations de glace au long de la Côte-Nord qui vont libérer partiellement l'estuaire puis la rive sud, mais grosso modo, ici, on a toujours des eaux un peu dégagées. D'ailleurs, c'est un endroit qui est privilégié par les rorquals bleus en période hivernale, des spécialistes que j'appelle qui viennent année après année depuis les premières fois qu'on les a observés, c'est en 97. Donc, à cette époque-là, on cherchait au niveau de la science où allaient les baleines bleues l'hiver. On sait qu'il y en a ici. Les phoques, eux, ont disparu. Les dernières grosses agglomérations de phoques qu'on a vues, c'est à partir de 2008-2009. Je dirais, moi, dans la région de Sept-Îles. Ouais. Depuis ce temps-là, on a presque plus de packs de glace qui favorisent les mises bas, parce que ça prend quand même des glaces
relativement épaisse pour les mises bas. Donc, on assiste à une disparition complète des mises bas depuis belle lurette. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça, moi, ici. Mais là, Jacques, là, pour ce dossier-là, moi, je voudrais qu'on commence par mettre les choses au clair, placer les pièces avant de parler des arguments des pro-chasse, pourquoi qu'on ne devrait pas chasser. Avant d'arriver vraiment dans le cœur de la question, on va commencer par comprendre, quelles espèces sont présentes dans le golfe Saint-Laurent, l'estuaire du Saint-Laurent. Ce n'est pas toutes les espèces de phoques qu'on a qui sont ciblées par la chasse. C'est pas toutes ces espèces-là qui mangent principalement du poisson. Le phoque commun, c'est une espèce qui est plus petite, qui se tourne souvent vers les crustacés davantage que vers les poissons dont on parle tant là, avec les phoques. Alors, commence par me présenter les différentes populations qu'on a dans les secteurs dits de chasse. Bien là, premièrement, je vous dirais que l'ensemble de presque totalité des phoques mangent du poisson, là, pas de façon préférentielle, là, mais en gros, je dirais que c'est des animaux piscivores. Donc, on ne s'attend pas à voir des phoques manger de la salade, là, on verra jamais ça. Ça, en partant, d'accuser les phoques de manger du poisson, c'est un peu comme d'accuser les êtres humains de se nourrir. Ça, à un moment donné, il faut arrêter ça. Ici, dans le Golfe, on a 4 espèces, effectivement. Comme tu disais, il y a des phoques communs. Les phoques communs, actuellement... Ils ne sont pas très nombreux, eux autres. Hein? Parle-nous aussi des populations. Là. Le phoque commun, là, on parle d'explosion démographique, pas lui. Là. Le phoque commun est estimé à peu près à 100 000 au Canada, parce qu'il y a des phoques communs aussi sur la région Pacifique. On parle d'à peu près 25 000 à 26 000 phoques communs dans l'Est Atlantique. Donc, c'est pas un animal qui s'est relevé des grandes chasses, parce que on parle souvent de la chasse là, depuis les années 80, mais la chasse aux mammifères marins, ça s'est fait depuis 1700 quelques. Il faut penser qu'à l'époque, c'était le pétrole des grandes villes. On allumait, on chauffait l'industrie, on faisait marcher des machines à vapeur avec de la graisse de baleine, avec de la graisse de phoque. Même ici au Canada, tous les forts, les aides à la navigation étaient actionnés principalement en dernier par la graisse de phoque parce qu'on avait décimé presque toutes les populations de mammifères marins. Donc, c'est pas d'hier que la chasse aux phoques s'active de façon industrielle. Elle s'est estompée avec le phénomène Bardo, là, mais on voit que là, en ce moment, il y a une reprise, puis il y a des gens qui s'activent amplement en faire une industrie d'oméga 3 là, pour l'Afrique du Nord, puis ils veulent relancer cette chasse-là de façon industrielle. Tu sais, si on parlait juste de la chasse individuelle, quelques individus, comme on va à la chasse à l'orignal, on ne serait pas en train de se parler en ce moment-là. C'est véritablement des chasses du type industriel qui sont très dommageables pour la faune. Et on rejoint les grandes puissances comme le Danemark, la Norvège, le Japon et le Canada pour ces pays qui refusent obstinément, comment je pourrais dire, de changer leur culture et continuent à massacrer des animaux de façon industrielle. Donc, on va revenir. Tu as le phoque commun. On va parler des autres espèces. Quand on parle des phoques communs, ben oui, effectivement, harbor seal en anglais, c'est souvent des phoques qu'on va retrouver le long des côtes, des estuaires. Souvent, hein, les chasseurs de phoques vont accuser les phoques gris de peupler toutes ces embouchures de rivières, mais en fait, c'est souvent des phoques communs qu'on voit. Des fois, il va s'entremêler un ou deux phoques gris à travers des échouillis, mais c'est très rare. Ce ne sont pas deux espèces qui cohabitent. Donc, on parle de phoques communs. Le phoque gris dans le golfe Saint-Laurent atteint des niveaux, selon des inventaires qui ont été faits par le MPO, d'à peu près 56 000 dans le golfe. Donc, c'est pas la démographie là, que véhiculent les chasseurs comme s'il y en avait trop. En fait, 56 000, ça prend juste un épisodie pour décimer une population. Donc, il nous garoche souvent le chiffre de OK, les phoques gris, dans les années 70, il en restait à peu près 8 000. Aujourd'hui, dans l'Est canadien, on est rendu à 450 000. Mais il faut faire attention sur la population qui est vraiment présente dans le golfe Saint-Laurent, autour des îles de la Madeleine. Effectivement, autour des îles de la Madeleine, ils se concentrent principalement sur l'île Berillon. Donc, on parle d'à peu près c'est 10 ou 13 000 phoques.
C'est Donc, ça. quand ils en prennent 2-3 000, là, je pourrais dire qu'ils mettent C'est en beaucoup. péril, c'est beaucoup. Le gros de la concentration des phoques gris, c'est surtout population refuge que j'appelle, que ce sont, euh, comment je pourrais dire, ils se sont enfuis de la période des grandes chasses. Ce sont quand ils sont concentrés principalement au plateau continental sur l'île de Sable. Et les inventaires faisaient état entre 325 et 425 000. Donc, on voit là qu'il y a quand même un gap d'incertitude assez important. Là, ben, on parle d'à peu près 310 000, les derniers inventaires qui auraient été faits, avec une régression des naissances. Donc, la croissance sans vouloir s'estomper. Donc, c'est Même plus... chose du côté du phoque du Groenland. Le phoque du Groenland aussi, là, la population, c'était lui qu'on disait, hein, le blanchon dans les ouais, années 70-80, hein, les blanchons qui étaient tués, bon, ben, c'était des phoques du Groenland. Puis là, la population, on disait qu'elle était rendue à 7 millions. Puis bon, c'est plus vrai aujourd'hui parce que ben, ça n'a c'est une jamais été espèce qui. vrai. Ça Ça n'a jamais été vrai. n'a jamais été vrai, en fait. Les inventaires, de la façon qu'ils étaient faits. Premièrement, la gestion des ressources halieutiques se fait principalement par le MPO. Alors, le MPO, eux, fonctionne par dénombrement. Dénombrement, on compte des phoques, on fait des transects aériens, on prend des photos aériennes. On va compter à partir de ces images-là les naissances qu'il y a durant la période de mise bas. Et puis après ça, avec des calculs statistiques, selon aussi les prises qui ont été faites par les chasseurs, on va faire des inventaires statistiques qui ne sont pas vraiment validés. Or, il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, qui n'avaient jamais été pris en ligne de compte jusqu'en 2022, d'après les anciens systèmes d'inventaire, de statistiques. C'était les mortalités naturelles reliées à l'amoindrissement du couvert de glace, puis bon, les mortalités, des fois, presque à 100 de toutes les naissances qu'on voyait. Donc, euh, aujourd'hui, ils ont changé de système statistique. Ils utilisent avec des algorithmes un système qu'on appelle Bayésien, qui est venu remodeler l'ensemble des inventaires, même ceux qui avaient été faits en 2016. Donc, de OK. partir de 2014 à aller jusqu'en 2022, on nous a induit en erreur avec un ancien modèle statistique qui a plus court aujourd'hui. Aujourd'hui, on tente de vouloir corriger avec un nouveau système, mais encore une fois, euh, c'est beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer parce que aujourd'hui, les phoques du Groenland, on pourra faire des inventaires de façon plus précise par l'inventaire aérien. Là, auparavant, c'est à cause du pack de glace et là, le pack de glace a littéralement disparu. Donc, moi, je suis sorti l'année dernière à partir de Megan. À Long Point de Megan, on a fait presque 150 km dans notre journée, puis on a vu 4 phoques du Groenland en plein mi-mars, en plein dans la période de mise bas. Et ces phoques-là cherchaient désespérément des packs de glace. Ils étaient tous concentrés à Blanc-Sablon parce que dans le détroit de Belle-Île, il y a un rétrécissement. Et puis là, avec les alizés puis les eaux qui étaient dégagées, les vents provenant du nord-ouest puis du sud-ouest ont poussé les glaces dans le détroit de Belle-Île et les phoques, naturellement, se sont rassemblés là-bas, l'ensemble des phoques du Groenland, pour être capables d'avoir des aires de mise bas. C'est le problème, c'est la reproduction. Donc, C'est on ça. a Le, vu... le, le phoque du Groenland, lui, il met bas seulement sur la glace, contrairement au phoque gris qui, lui, il peut s'accommoder d'une plage. Oui, le phoque gris, les narines horizontales, c'est un animal qui, de par sa biologie, est spécialisé pour s'enfouir le nez dans le sable pour débusquer les lançons. Donc, ce phoque-là est capable de supporter, je pourrais dire, des relevés par saltation lorsque des vents véloces là, sur les plages de sable. Il est capable de se protéger contre le sable qui se promène un peu partout, alors que le phoque du Groenland, lui, Lui, il peut pas. essentiellement, il ne peut pas. Fait Donc, que là, lui, il est comme menacé parce que couvert de glace qui se oui, rétrécit, puis ça, on n'invente pas ça, nous autres. Le couvert de glace, c'est oui, établi scientifiquement, c'est oui. prouvé, c'est clair. Le couvert de glace dans le golfe Saint-Laurent, il se rétrécit comme peau de chagrin, ce qui complique drôlement la tâche pour une espèce comme le phoque du Groenland pour sa reproduction, d'où la chute des populations qui sont mal comptées en plus, comme tu nous le soulignes si bien. Tout à fait. Et puis, je pense que plusieurs biologistes du ministère Pêche-Océan, parce que, tu sais, il faut faire une distinction. En pêche-océan, tu as des gestionnaires, puis tu as des biologistes.
Alors, il y a Ouais. des instituts comme l'Institut Bedford, il y a l'Institut Maurice-Lamontagne, l'Institut des pêcheries de Terre-Neuve, ça, ce sont des endroits où on essaie de faire de la science avec les moyens qu'ils lui donnent, naturellement. Et ils ne sont pas toujours adéquats, les moyens, mais ils essaient de Non. faire de la Je suis science. d'accord parce que je me rappelle que Pêche et Océan, tu sais, il y avait une baleine qui s'était tuée à Bécomo il y a une couple d'années. Puis il n'y avait personne pour venir faire de l'échantillonnage. C'est moi qui est allé avec mon couteau de cuisine. Tu sais, ça en dit long sur les moyens qui sont les leurs dans certains cas. Ah oui, ben, c'est surtout qu'on disait, la science qui est faite par le MPO, c'est plus du dénombrement, puis c'est dans un but de faire de la gestion des péchés. Ce n'est pas dans le but de faire de la connaissance fondamentale. Et Puis ils disent que d'ailleurs, les ça, c'est phoques, il y en a, décrié. ils disent que les phoques, il y en a trop, ce qui compte pas vraiment, ils n'ont pas besoin. Ouais. Mais là, il faut faire attention, ils ne disent pas qu'il y en a trop. Les biologistes du GNPO ne disent pas qu'il y en a trop. D'ailleurs, ils ne relient même pas le phoque du Groenland avec la morue. Et au contraire, ils viennent dire que c'est non significatif, que c'est pas avéré. Et puis, si les gens veulent apprendre connaissance, ils ont juste à aller sur la fiche signalétique du phoque du Groenland au ministère de Pêche et Océan, puis ils vont rapidement se rendre compte que finalement, ce phoque-là qu'on a accusé pendant presque 30 ans de manger toute la morue, ben aujourd'hui, on est obligé de constater qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. En fait, la morue puis l'ensemble des poissons de fond, la grosse problématique qu'on est en train de vivre, c'est le manque de glace d'une part, qui amène des changements physico-chimiques dans la colonne d'eau. Et on parle de changements chimiques reliés à la capacité de l'eau à retenir l'oxygène dissous, parce que tous ces poissons-là ont besoin d'un fort apport d'oxygène, ce sont des poissons nordiques. Ils vivent en eau froide, puis quand tu es en eau froide, des températures froides, on parle de, mettons, ressources intermédiaires, c'est moins 2 degrés à la 2 degrés, 3 degrés, là, intermédiaire froide, ben là, toutes ces eaux-là ont une capacité de retenir l'oxygène dissous. Donc, au point de saturation, on parle d'à peu près 8 millilitres par litre d'eau, d'oxygène dissous dans l'eau. Les derniers relevés qui ont été faits dans la colonne d'eau nous donnent des indices de diminution constante depuis 2016 à cause d'une part du réchauffement climatique puis du couvert de glace qui est de plus en plus limité puis qui empêche les échanges des couches profondes avec les couches de surface qui, eux, avec l'interface qu'ils ont à surface puis l'oxygène, permettent l'alimentation en oxygène dissous des couches profondes. Donc, on assiste maintenant à des problèmes très ponctuels qu'on appelle l'hypoxie des eaux profondes, L'hypoxie. qui empêche les larves de survivre, puis empêche les poissons de vivre là. Les poissons carrément, parce que la zone hypoxique, dans les années 80, on disait qu'elle était autour de Tadoussac, Rimouski. Ouais. Après ça, on nous a dit qu'elle allait jusqu'à Anticosti, puis là, on est rendu jusqu'à Terre-Neuve, à un point tel que, tu sais, il y a c'est l'année dernière ou l'année d'avant, on nous disait que dans une grande portion de l'estuaire, en bas de 120 mètres, il n'y a même plus assez d'oxygène pour supporter la vie, point. Il reste des vers, des trucs comme ça. Il faut Alors, tu sais, dire, moi, ça m'a... il faut dire que les couches profondes, quand on parle de la couche profonde, on parle de celle en dessous de la couche intermédiaire froide, donc 150 mètres en descendant. Elle fluctue au gré des saisons, mais disons que la couche profonde, elle est plus chargée en sel. Elle est normalement plus anoxique. Ouais. C'est-à-dire que toute la productivité biologique qui provient de la surface, ben, on parle du phytoplancton, du zooplancton, tous ces animaux-là vont vivre quelques heures, quelques jours, puis ils vont mourir, vont se sédimenter et éventuellement vont atterrir au fond, puis ils vont être oxydés par des détritivores, dont les bactéries. Les Les bactéries bactéries. consomment l'oxygène du milieu et on a une eau qui est naturellement moins oxygénée. C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon couvert de glace puis des périodes hivernales importantes parce que ça permet le refroidissement de la colonne d'eau puis les échanges. Parce que quand la glace de mer se concrétise en surface, elle va libérer son sel, elle va alourdir les eaux de surface qui vont chuter vers le fond. Et puis ça, en l'absence du couvert de glace, ben ça, c'est éliminé. Fait qu'on on assiste à un laminage des plans d'eau, c'est-à-dire les thermoclines arrivent de plus en plus de bonne heure, puis le halocline est de plus en plus prépondérant aussi dans la couche profonde puis la couche intermédiaire froide. Donc, tout ça fait en sorte que quand tu as des frontières physiques comme ça qui apparaissent, ça empêche l'ammonium puis toutes les molécules qui viendraient alimenter le bloom au printemps, ça les empêche de circuler dans la colonne d'eau. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on assiste, même, il y a des scientifiques qui ont même peur
que le golfe Saint-Laurent rejoigne les 400 zones mortes de la planète. Parce que de plus en plus, on essaie sur une réduction de la biodiversité. Tout ça, là, ce qu'on parle, c'est documenté par la science de pêche et océan. Il y a quand même des universités qui, eux, ne font pas de comptage biologique. Ils font plutôt de l'écologie. Donc, ça, c'est important de le souligner parce que quand tu fais de l'écologie, c'est que tu prends une espèce puis tu essaies d'étudier les facettes dans l'ensemble de ses interactions au niveau prédateur-proie dans son propre milieu, puis l'importance qu'il joue à l'intérieur de son milieu. Alors, c'est plus juste là, du comptage qu'on fait. Là. Et ça, c'est très important. D'une part, parce que ça n'a jamais été fait par le MPO, ça, de regarder que le phoque gris, quel rôle il joue. Dans son milieu, le phoque gris, c'est un spécialiste du lançon. On le disait tantôt, il va débusquer les lançons. Bon, il va s'associer avec des cormorans. Puis ça, tout ça, on peut l'observer dans le milieu marin. Quand on voit une centaine de phoques gris qui se déplacent pas trop rapidement, puis les têtes apparaissent une fois de temps en temps, tu as dû sûrement voir ça toi aussi, puis on voit des cormorans s'associer à eux, ben là, on sait qu'ils pêchent le lançon. Quand on voit 200-300 phoques gris se promener puis se déplacer d'une façon assez véloce, puis qui est associé avec des mouettes tridactyles puis des goélands, bien souvent, c'est des poissons fourrages comme soit le hareng ou encore le capelin, parce que ce sont des animaux assez performants. Puis là, ils changent de tactique de chasse. Donc, il y a besoin d'avoir un gros groupe formé pour être capable de s'alimenter, pour cerner le banc de poissons. Et ça, c'est important, ça. Parce que quand il joue ce rôle-là de prédateur au niveau du poisson fourrage, le poisson fourrage, là, on parle de hareng, de maquereau, de capelin, de lançon. Tous ces poissons-là, c'est des biomasses relativement importantes. Ils se nourrissent essentiellement, surtout de larves et de plancton. Or, la morue, l'aigle fin et tous ces poissons-là, 99% des mortalités se produisent lorsqu'ils sont à l'état larvaire, dans le plancton. Or, quand le phoque gris arrive, une grosse colonie de phoques gris, puis commence à contrôler les populations de poissons fourrages, mais là, il est en train d'aider les autres espèces. La morue. Ouais. Exact. Les morues, puis même le sébaste, puis toutes ces espèces-là. Donc, quand on regarde de façon approfondie le rôle que doivent jouer les grands prédateurs, parce qu'on parle de phoques, mais c'est tous les grands prédateurs, bien, c'est un peu comme si, quand on les enlève, on crée un effet de domino qui résulte en une cascade trophique. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec trop de niveaux intermédiaires et ils vont décimer par leur prédation eux-mêmes l'ensemble de la base du recrutement des autres espèces de poissons. Puis là, on se retrouve juste avec une seule espèce qui va éventuellement aussi imploser. Parce que quand ils se nourrissent dans l'ensemble des autres larves de poissons, puis qu'on commence à avoir des effets très significatifs sur l'ensemble du cheptel des autres espèces, mais ces animaux-là qui s'en nourrissent, bien, ils finissent qu'ils sont obligés de se cannibaliser. C'est un peu ce qui arrive en ce moment avec le sébaste. Hein? Le sébaste a monté à presque 4,2 millions de tonnes selon les inventaires. C'est une espèce que je vois maintenant. Il y en a partout, des gros sébastes. C'est sûr qu'à partir du moment que tu en as autant, ben, pour la crevette, tout ça, ça a un impact. Ça a un impact significatif. En plus, la crevette a de la difficulté avec le réchauffement des couches profondes. Là. Donc, aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que le sébaste commence à s'auto-cannibaliser. Donc, quand les grands sébastes commencent à manger les petits sébastes, ça veut dire qu'ils sortent dans les aires de fréquentation parce qu'ils manquent de nourriture, puis ils commencent à s'alimenter de leurs propres espèces. Ça, c'est un très mauvais signe. Ça, c'est un problème, oui. C'est un problème. Puis déjà, le sébaste, là, il y a des drapeaux rouges là, qui se lèvent. Le 4,2 millions de tonnes, ça, c'est arrivé une année. Là, on commence à assister à des chutes drastiques. Mais tu sais, souvent, les chasseurs vont, comment je pourrais dire, simplifier au maximum. Pas juste les chasseurs, hein, parce que, tu sais, dans le fond, là, tu sais, il y a trop de phoques qui mangent toute la morue, là. Moi, je te dirais que c'est une majorité des gens qui pensent ça, là. C'est à cause d'eux, alors que tu viens de très bien nous souligner. Puis moi, je le disais souvent, tu sais, l'hypoxie, moi, ça me semble un problème catastrophique dans les eaux du Saint-Laurent.
ça a un impact, c'est sûr, sur les grands bancs de poissons qui aiment les eaux assez profondes. Moi, je dis souvent qu'en plongée, les eaux que je fréquente, c'est pas les eaux, c'est pas là où c'est le plus riche, c'est plus creux. Normalement, dans le Saint-Laurent, où on voit des grands rassemblements d'animaux, c'est que là, tu as l'hypoxie qui frappe ces espèces-là. À la base, c'était la surpêche. C'est pas les phoques qui ont fait chuter les grands bancs de morue Oui, et les grands bancs de poissons de fond. c'est définitivement la surpêche. Ça, c'est décrié d'ailleurs par plusieurs scientifiques de différentes universités. La mauvaise gestion de pêche océan. Et pêche océan, pour essayer de sculpter le problème sur leur propre carence, leur propre erreur, ils ont relayé dans les années 80 le problème sur le dos des phoques. Et surtout le phoque du Groenland. Puis aujourd'hui, ils sont obligés de dire, les nouveaux gestionnaires, là, les nouveaux scientifiques, sont obligés de dire un peu comme les universités, ben non, excusez, là, c'est pas tout à fait ce qui s'est produit. Tu sais. Donc, ça prenait un beau émissaire. Le phoque était le mieux désigné, mais en même temps, il faut penser que le MPO, on disait, c'est là pour faire de la gestion halieutique. Donc, le politique met beaucoup d'emphase, de pression sur cet organisme-là pour donner une économie aux populations riveraines puis de l'Atlantique qui ont vu leur pêcherie littéralement s'effondrer. Et puis, pour leur donner un peu comme des économies alternatives. Puis le phoque, ben, c'est tout désigné. C'est le recrutement par excellence. On utilise les chiffres, comme on disait. Oui, c'est vrai qu'il y a eu 13 000 phoques dans les années 65, 66. Il restait à peu près 13 000 phoques. Mais il faut penser. C'était une surchasse aussi. Hein? Il y avait une surpêche d'un côté, mais c'était une surchasse. On sortait, je pense, une affaire comme 120 000 pots par année dans le golfe Saint-Laurent dans ces années-là. C'est énorme. Ouais, même le phoque du Groenland était baissé à 2 800 000, je pense. Puis à 2 millions, il faut penser que cette espèce-là, on parle de l'Atlantique Nord-Ouest, ben, automatiquement, on la met sur la liste des espèces en danger. Là. Donc, c'est un peu comme la tourtre. Tu as besoin d'avoir beaucoup d'individus pour assurer la pérennité des stocks ou la pérennité du recrutement, tu sais. Des naissances. Comme la rainette faux-grillon dont je parle tellement souvent. La rainette faux-grillon, avant, c'était du pont Jacques-Cartier. Tu les entendais chanter jusqu'à Granby, jusqu'en Estrie, parce que c'était une espèce qui avait besoin de grandes populations pour se renouveler. Il y a des espèces qui vont être plus, ils vont prendre plus soin des petits, il y en a d'autres qui vont se fier sur le nombre. Mais quand tu réduis le nombre des espèces qui se fient sur le nombre, ben, tu les fragilises d'autant. Là. Absolument. Tu sais, c'était un peu la même problématique qu'on retrouve un peu partout. Sitôt que puis l'homme, l'être humain, c'est comme une espèce invasive qui a une explosion démographique. Hein. On est rendu à 8 milliards d'individus. Là. Bon, on est rendu à 8 millions. Il y a à peine quelques années, il y avait des publicités d'Abat 50 qui disaient « Nous sommes 6 millions. » Tu sais. Faut se parler. Mais là, on est rendu 8. Là. On s'en va vers le 9. On se parle pas plus. On se parle pas plus. Alors, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de pression politique sur l'ensemble des décisions qui sont prises, puis souvent, tu as des biologistes du MPO à qui on a fait des pressions pour qu'ils arrivent à des conclusions pour blâmer directement le phoque de l'ensemble des baisses des stocks de poissons de fond. Alors ça a été décrié aussi par des biologistes du MPO. Et puis, ce dont on parlait tantôt, ou le rôle actif au sein de l'écosystème du phoque, il y en a qui l'ont mis en perspective, dont une à l'Institut de Bedford qui avait fait, elle, des prélèvements par biopsie sur des phoques de l'île de Sable. Et puis, d'après le séquençage des isotopes, ils se sont rendus compte que finalement, il y a à peu près juste 10 des poissons de fond qui font partie de l'alimentation du phoque gris. Donc, tu vois là qu'il y a beaucoup de distorsions entre le discours officiel et la science. Et ça, c'est important de le souligner parce que c'est beaucoup le politique qui va influencer les décisions qui sont prises par les ministres et qui se dépêchent de s'en aller dans des provinces de l'Est, près des usines de poissons, venir dire qu'on va augmenter le quota de chasse du phoque, du loup marin, du phoque du Groenland ou du phoque gris, parce que ça rapporte des votes. C'est ça, hein, parce que, comme je te disais tantôt, je te dirais que le discours que tu tiens, le discours qu'on tient sur la chasse aux phoques, on est pratiquement on est minoritaire. Moi, de ce que j'entends sur la Côte-Nord, souvent, je pars en mer, puis là, mettons, je parle d'une espèce qu'on a moins, c'est tout le temps le phoque.
tout le temps le phoque. Il y en a, tu sais, puis moi, c'est pas à Baie-de-Sept-Îles, là, tu sais, autour de Bécomo, où il y a une échouerie de phoques gris, il y a 2, 3 phoques communs, that's it. Tu sais, puis là, ils sont autour du quai, puis là, c'est eux autres qui ont. Tu sais, il n'y avait pas de macro cette année, c'était la faute du phoque gris. Il n'y a plus de morue, c'est la faute du phoque gris. C'est tout le temps la faute du phoque gris, alors que tu démontres bien que, c'est pour les poissons de fond, c'est pas sa source de nourriture principale. Puis, en plus, ben, on a parlé d'hypoxie et des affaires-là. Alors, ce qui amène des gens, moi, quand tu me parles de scientifiques et tout ça, moi, j'ai entendu un expert qui disait qu'on pouvait aller jusqu'à l'abattage dans le contexte actuel, jusqu'à 50 000 têtes de phoques guéris pour répondre à l'urgence. Parce que là, j'ai même entendu un pêcheur qui disait que le phoque guéri, là, la population doublait chaque année. C'était là, OK. Puis ça, il disait pas ça dans son salon, il disait ça à Radio-Canada, puis ils ont diffusé ça tel quel. Là. La population doublait autour des îles de la Madeleine. Puis là, si t'en tues 50 000, admettons, mon gars, je te donne un scénario. Moi, je suis le premier ministre canadien, ce que je voudrais jamais être de ma vie, mais je donne raison aux chasseurs. Puis là, il n'y a plus de phoque gris. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Le poisson de fond va-tu surmonter? La morue va-tu remonter comme... D'ailleurs, les études qui ont été faites par le MPO disent que non. D'ailleurs, c'est une des incohérences qui tente à démontrer que le phoque gris n'a pas d'incidence réellement sur la morue parce que sur la Côte-Nord, il y a eu une augmentation des populations de morues. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu une augmentation des troupeaux de phoques, mais pas significative. Je regarde des grosses concentrations sont surtout situées dans l'archipel Mingan, puis le long des côtes du Labrador, là. Et puis, à l'archipel Mingan, Clotilde Krechner, en 96, à ma souvenance, avait fait des transects et une étude sur le dénombrement, justement, des phoques qui peuplaient l'archipel Mingan du côté ouest. Et puis, elle arrivait à peu près à 1000 phoques gris de population. Puis aujourd'hui, c'est à peu près le même troupeau qu'on voit. Donc, il y a une régulation qui se produit de façon naturelle. D'ailleurs, on voit souvent des phoques gris avec des morceaux de chair manquants ou amaigris. Même ceux de l'île Brion, maintenant, ils hésitent beaucoup à se garrocher à l'eau parce qu'on est rendu avec plein de requins blancs là, qui circulent là. D'ailleurs, même des chasseurs disent c'est à cause du phoque gris qu'il y a des requins blancs. Pareil comme là, c'est le requin, là, tu sais. Non, ces gens-là essaient de relancer une industrie, notamment quelques acteurs, dont Gilles Thériault et compagnie. Là. Ouais, lui, il est très actif. Il est très actif, il ne connaît pas vraiment les phoques. La seule chose qu'il connaît vraiment, c'est tuer des bêtes. Ça, je lui donne. Ouais. Puis je pense qu'il aurait intérêt véritablement à feuilleter, comme moi j'ai fait, l'ensemble de la littérature scientifique pour qu'ils se mettent au fait et au courant des vraies populations de phoques, puis l'importance du phoque, surtout à l'intérieur de sa pyramide d'énergie, ce que l'ISMER a fait. L'ISMER, quand on lui pose la question, non, nous, on ne fait pas d'inventaire d'animaux. Ce qu'on fait, on fait des études sur l'ensemble des espèces et intégrées dans leur milieu et avec les interactions qu'ils ont avec les autres espèces. Ça ressemble plus à de la vraie science, là, tu sais. Donc, à partir de là, ces gens-là n'iront jamais recommander de s'en aller vers une chasse industrielle. D'ailleurs, cette controverse-là, si tu me permets, là, je vais te sortir un article qui date de 2012, à ma souvenance. 20 janvier 2012. Ça, c'est la presse là, qui publiait ça. C'était l'étude controversée sur la chute des stocks de morues. Fait que là, on a un monsieur, là, Robert O'Boyle, qui signe avec Michel Sinclair, qui l'a remplacé à l'Institut Bedford en passant. L'Institut Bedford, c'est une création du MPO qui a publié dans Fishery Research à l'époque. Nous avons notamment utilisé les données d'autres pays sur l'alimentation des phoques, ce que personne d'autre n'avait fait. Eux autres, ils remettaient en question les biopsies. Ils remettaient même en question les gastroscopies. C'est-à-dire, quand tu tues un phoque, tu regardes ce qu'il y a dans l'estomac. Ils disaient non. Ils remettaient tout en question. Puis ils s'en allaient avec des conclusions dont on ne sait même pas de où, pour arriver finalement à cette conclusion globale qui disait que les phoques du Groenland, dans l'est du Canada, avaient un impact significatif sur la morue. Alors, tout de suite, aussitôt qu'ils ont sorti ça, ce sont ses propres biologistes de son propre Institut Bedford qui l'ont remis en question.
Fait qu'on voit, quand on regarde aussi ce monsieur-là, Hoboyle, là, les affinités qu'il avait avec l'industrie des pêches, on voit qu'il n'y avait aucune objectivité. Puis déjà en 2012, les études s'en allaient complètement à l'encontre de ce qui se passait réellement sur le terrain. Puis on voit que la pression politique était très forte à cette époque-là. Là. Donc, ça aussi, moi, j'invite, là, d'ailleurs, Gilles Thériault à se doter de documents ici qu'on appelle la Revue d'anthropologie des connaissances. Ça, c'est sorti en 2022, ça. On parle de controverses maritimes. Un effondrement durable des morues au Canada. Ça, c'est quelqu'un qui a fait des études sur tout ce qui était utilisé en sciences par le ministère Pêche-Océan pour arriver finalement à ses conclusions. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de controverses dans tout ça. On se rend compte finalement qu'on a eu probablement la pire gestion des pêches qu'un pays ça, peut c'est pas indéniable. avoir. Ouais. Et puis, en bout de course, au cours des dernières années, on tente à vouloir intégrer de plus en plus les études plus écologiques, plus intégrées, mais là, les moyens n'étaient pas là du temps d'Harper. Il faut penser aussi qu'on a traversé des périodes, c'est pas nécessairement de la faute du MPO. On peut penser, les conservateurs ont été là pendant presque 8 ans, là, presque 9 ans. Donc, eux, la première chose qu'ils ont faite, c'était de couper aussi des subsides à tous ces organismes-là qui font de la science et qui peuvent éventuellement nous diriger sur des bons choix qu'on doit faire en matière de gestion des pêcheries. Mais là, c'était plus là, ça. Et puis, on l'a vu C'est ça. aussi. Dans le fond, dans ce dossier-là, on carbure encore aux mythes et aux légendes. Première des Ouais, choses, absolument. les populations de phoques dans le golfe Saint-Laurent, présentement, ne sont pas en explosion démographique. Au contraire, ils sont stables, voire déclinent. Le phoque du Groenland, lui, il décline. Ouais. Le phoque gris, je pense qu'il décline un peu aussi. Le phoque commun, c'est jamais rétabli. Il ne décline pas, le phoque gris, semble-t-il. Il ne déclinerait pas, ce sont les naissances qui déclinent. Donc, c'est vrai. Ben, on peut penser qu'à moyen et à long terme, ils vont finir par décliner. Là. C'est sûr qu'avec les quotas qu'ils veulent aller chercher, parce que présentement, tu sais, les quotas de chasse ne sont jamais atteints parce qu'il n'y a rien à faire avec ces produits-là. Tu ne peux pas les vendre à l'international, les marchés sont fermés. Pour ça que là, aux îles de la Madeleine, là, ils ont monté une grosse usine pour faire de l'huile oméga 3 avec le phoque. Puis aussi, je pense, ça, je veux t'entendre là-dessus. Moi, je savais pas ça. Quand j'ai préparé ma discussion avec toi sur ce sujet-là, moi, je savais pas qu'il prenait du phoque pour mettre dans les cages à homards, pour les appâts, pour être capable d'obtenir des succès de pêche au homard. Parce que là, avant, c'était quoi qu'ils mettaient là-dedans? C'était du hareng, c'était du maquereau, de moins en moins. Fait que là, plus loin de le pêcher, de toute façon. Là, les populations sont en train de s'effondrer, mais c'est essentiellement à cause, une fois, là, du réchauffement climatique. Là, le maquereau d'automne, mais la hareng, c'est deux espèces qui ont plus loin. À ce temps, il faut venir même des abats de l'extérieur du pays pour être capable de... Ben, c'est ça qu'il disait. Il dit, nous, au moins, c'est du local. On tue les phoques autour des îles de la Madeleine, puis on va mettre ça dans des cages à homards, puis on va aller... Mais là, je pense que même les Américains ne veulent pas qu'ils fassent ça, là, cette affaire-là. Mais les Américains, c'est le premier marché qui se ferme lorsqu'on commence à abattre des animaux de façon... ils se servent de ça, les Américains, parce qu'ils sont très conservateurs, eux autres, sur leur propre économie. Ils se servent souvent des erreurs qu'on fait. Notamment, on l'a vu avec la baleine noire, hein, aussitôt qu'il y a eu en 2017, je pense qu'on a eu 13 là, qui sont décédés. Là. Tout de suite, les marchés sont fermés, puis on a été pointé du doigt. Puis c'est correct aussi, hein, parce qu'à un moment donné, il faut être capable de sauver les espèces qui restent, hein, surtout ceux qui sont en péril. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus de tout ça, là, c'est d'avoir ces gens-là s'en aller d'une dynamique industrielle quand on sait qu'on est rendu à 8 milliards d'individus. Je veux dire, il n'y aura jamais assez de phoques sur la planète pour satisfaire les Chinois puis l'Afrique du Nord, parce qu'en Afrique du Nord, là, on est en train de faire des liens avec l'industrie pharmaceutique là, qui sont en train de créer des gélules d'huile en laissant croire que c'est quasiment un élixir là, pour sauver la vie des patients. Là. Donc, à partir de là, c'est on empêche le phoque de jouer son rôle. Et ça, c'est très important que les gens le comprennent. Ça prend beaucoup de phoques dans l'océan pour contrôler les poissons fourrages, d'une part. Puis, un autre aussi élément important relié aux phoques et aux mammifères marins en général,
c'est que quand tu regardes là, toutes les images qui sont produites par le drone, quand les phoques s'apprêtent à plonger, ils vont libérer souvent les fientes. Ils vont libérer les intestins. Or, dans une période de réchauffement climatique, là où les plans d'eau se laminent, c'est important qu'on ait des espèces qui soient capables de franchir les barrières physiques, s'alimenter au fond, puis venir déféquer en surface parce que c'est de l'azote, c'est du phosphore. C'est important pour engraisser la productivité primaire de la surface des océans parce que c'est elle qui est à la base de tout. Ici, au Québec, on est chanceux, on a des rivières. Les rivières amènent des apports exogènes de nutriments, mais ça, c'est très localisé. C'est quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres, puis encore là, on fait des barrages partout. C'est ça que je me dis, quand Hydro-Québec n'est pas passé par là pour réduire le débit, là? Oui, absolument. Puis en plus, les grands lacs de barrage, ça intervient, ça interfère avec la libre circulation des nutriments. Puis c'est un peu comme l'industrie minière. Quand tu veux empêcher les eaux rouges de se rendre dans le golfe, ils vont créer un lac artificiel, puis là, à partir de là, ça sédimente. Ben, c'est pas du la même chose avec les grands barrages. Ça, c'est toutes des productivités qui devraient s'en venir. D'ailleurs, on n'a jamais posé la question. Moi, je l'ai faite, mais je n'ai jamais eu de réponse. Lors des audiences publiques, j'ai toujours demandé c'est quoi l'impact de tous ces barrages-là dans le milieu marin au niveau des pêcheries. Parce que là, moi, j'ai cherché autant comme autant pour savoir à quel point c'était dévastateur, ça. Puis il n'y a rien de clair par rapport à ça, là, sur l'impact des barrages sur le golfe. Bon, on pourrait peut-être s'en faire un autre podcast. Oui, ça, on se le note, celui-là. Donc, on parlait du phoque gris. On est rendu à 310 000 ou à peu près, selon le nouveau système statistique bayésien. Bien, ça, c'est assez curieux aussi, ce modèle-là, là, statistique, parce que tout d'un coup, on nous a chanté pendant 20 ans qu'il y avait juste 1000 belugas, puis on était rendu à 900, puis là, d'un coup de lapin du chapeau, en 2022, on était rendu à 2000. Voilà, ça commence à être inquiétant aussi. Là. C'est quoi, là? C'est très facile de suivre des belugas dans un estuaire, dans un milieu où tu tends les deux bras et tu touches aux deux rives. Là. C'est pas comme ici à place, là. Puis c'est blanc sur un fond noir. En plus. Ouais. Mais là, Jacques, là tu parles d'équilibre. Hein? Les phoques sont nécessaires à l'équilibre de ces écosystèmes-là. L'équilibre a été perturbé par nous, notre surpêche, notre surchasse. Là, je veux t'entendre sur, tu sais, au lieu d'aller cogner, d'aller tirer ces phoques-là, sont où leurs prédateurs? Parce que la nature, elle avait prévu à la base un certain contrôle de ces animaux-là. Pourquoi les épaulards sont beaucoup moins présents? Là, tantôt, tu me parlais du requin blanc qui effectue un timide retour. Là. Arrêtez de commencer à vous énerver le poil des jambes. Là. Il n'y en a pas beaucoup des requins blancs dans le monde en général. Fait que le golfe Saint-Laurent ne sera pas rempli de requins blancs du jour au lendemain. Il n'y en a presque plus. C'est pas dans le golfe. Puis qui effectuait une compétition avec les phoques, ils sont rendus où, tous ces animaux-là? Ben, c'est ça, là. C'est qu'on assiste à un effondrement durable de la biodiversité. Ça, c'est bien évident. Tu parles des requins. Ben, les requins, c'est surtout dans le plateau madélinien, puis la portion de la rive sud, parce que là, on a des gradients de température qui ressemblent un peu plus à la côte nord-est américaine il y a 20 ans. Elle se réchauffe tellement que les articles scientifiques du Maine disent que la morue va disparaître, non pas à cause des phoques, là, mais vraiment à cause du réchauffement de la colonne d'eau. Donc, on est Mais ils disent que c'est à cause des phoques, hein, parce que moi, je l'ai entendu qu'il y a plusieurs, puis des scientifiques qui disaient la population de morue là, du sud, du Golfe, va disparaître à cause du phoque gris. Moi, je l'ai lu plusieurs fois, ça. Oui. Bien, il faut faire attention entre le scientifique et gestionnaire. Ouais, c'est ça, comme tu nous les l'as vrais expliqué scientifiques, eux autres, là, tu les vois pas, eux autres. Ils sont très discrets. C'est eux qui sont en arrière des études. Et souvent, je te donne un exemple, dans la Commission permanente des pêches fédérale, il y en a un qui voulait intervenir parce qu'on est en train de démoniser les phoques naturellement parce que c'est économique et politique. Et puis, il a été obligé de se présenter sous son nom à lui parce que son patron lui interdisait qu'ils disent qu'ils travaillent pour pêche et océan. Donc ça, les gens peuvent valider ça en allant scruter. Je ne sais pas si on va avoir la patience de le faire comme moi je l'ai fait, mais en allant scruter les débats qu'il y a à la Commission permanente des pêches, il y a beaucoup de surprises dans ça qu'on voit passer. Là. Fait qu'on voit aussi que le discours est très lobbyiste, très axé sur les économies régionales. On met beaucoup, d'ailleurs,
Ça, c'est pas d'hier. Le rapport Kirby, qui est sorti en 1983, déjà, il y avait des drapeaux rouges qui signaient, qui nous signalaient la disparition des grands cheptels de morues. Mais ça, le rapport Kirby faisait état essentiellement de la problématique financière des pêcheurs. Donc, c'est dans cette époque-là que je pense, en 76, je pense qu'on est passé à 200 000 nautiques, là, la gestion des rives de tous les pays dans le monde. À partir de là, toute cette portion de territoire tombait sous la juridiction du ministère des Pêcheries à cette époque-là. Donc, quand on regarde de quelle façon qu'on muselle les scientifiques, pour éviter qu'on ait leur juste, puis d'ailleurs, lui, il arrivait aux mêmes conclusions. Là. Il parlait, d'ailleurs, il venait de l'Ouest canadien, ce scientifique-là, puis il parlait, parce que c'est un peu la même chose, hein, l'outarie de Stellaire, ou le lion de mer, ou l'éléphant de mer de l'Ouest, ce sont tous des animaux qui se nourrissent de poissons. Si on parle du phoque gris, on pourrait parler aussi de toutes ces espèces-là. Lui est arrivé pour dire, un instant, là, ces animaux-là jouent un rôle très important à l'intérieur de l'écosystème, puis on doit les laisser tranquilles. Tu sais. C'est un peu le même discours qu'on a eu ici dans l'Est du Canada en 2012, de la part des collègues de ce monsieur-là, Hoboyle, là, qui sont venus dire hey, un instant, là, c'est pas vrai ça que c'est des mangeux de poissons puis qui vont faire disparaître les pêcheries. S'il n'y a plus de poissons à cause des pêcheries, c'est essentiellement les pêcheurs parce que le rapport Kirby disait on va laisser tomber parce qu'il y avait 8000 bateaux à l'époque. Je me souviens, 8000 petits et grands bateaux. Fait que ça faisait beaucoup de tonnage, puis on faisait la gestion à partir des débarquements. Bon, les débarquements, c'est une drôle de façon de commencer à dire, l'année prochaine, on peut-tu continuer à en pêcher? Parce que, avec les nouveaux systèmes de radar horizontal, on est capable de cibler les restants de poissons qui restent, puis être capable de remplir le bateau pareil, puis on arrive. Puis en plus de ça, les pêcheurs, ils dénonçaient, je pense, à cette époque-là, cette façon de volontaire, il y avait quelques surveillants, mais ils dénonçaient à peu près que la moitié des prises qu'ils prenaient, tu sais. Fait que ça peut te donner une bonne idée à peu près de la marge qu'il y avait entre la réalité et ce qui se passait réellement sur le terrain. Donc, à partir de là, l'effondrement des pêches, c'était, puis ça, tout le monde le dit, ça, c'est vraiment pas les phoques, c'était nos pêcheurs. Ils ont enlevé les permis côtiers, puis ont permis à des chalutiers de compétitionner. C'est ce qu'ils disaient à l'époque. On va rendre les pêcheries compétitives avec le Japon puis avec les grandes puissances. C'était ça l'objectif du rapport Kirby. Fait que, malgré qu'il disait attention, là, les morues commencent à baisser, là, non, c'était pas assez. Là, fait que, c'est ça, c'est souvent ça qui arrive. Le phoque, c'est un peu ça aussi, moi, que je décode à travers tout ça, c'est que les pêcheries vont tellement mal autour. Tantôt, on a parlé de la crevette nordique qui s'effondre, la morue qui ne se rétablit pas, le maquereau qui n'est plus là, le hareng qui n'est plus là. Là, ils disent, on va faire quoi? Il nous reste des phoques autour. Fait que là, ils vont se rabattre là-dessus quand il n'y aura plus de phoques. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, là, à un moment donné. Moi, je lisais parce que, on parlait tantôt de la commercialisation des produits du phoque, que c'est difficile. On a parlé de l'huile. Il y a une boucherie aux îles de la Madeleine. Là, lui, il veut toujours plus de phoque parce qu'il veut vendre de la viande. Il y a même des gens au Lac-Saint-Jean qui veulent commencer à faire des bibelots puis des décorations avec les dents et les cônes de phoque. Je suis là, tabarouette. On est rendu loin, là. Ça, Patrick, là, c'est symptomatique d'une population qui n'a pas fait ses devoirs pour aller s'informer, s'instruire, circuler en nature. On vit en marge de la nature. On s'imagine que le monde artificiel qu'on s'est créé, même les bitcoins, même ce qu'on fait présentement, on s'imagine que c'est ça le monde. C'est pas ça le monde. Le vrai monde, c'est vivre en nature, côtoyer les différentes espèces qui vivent durant notre contemporain pour être capable de comprendre comment tout le système fonctionne. Parce que si on respire aujourd'hui, c'est pas à cause des bitcoins. Là. Si on respire dans l'air aujourd'hui, c'est à cause de la productivité phytoplanctonique des océans qui s'amoindrit progressivement. Ça s'effondre en plus, hein, dans le golfe, là, ça... Puis moi, la biomasse... Je dis toujours à la blague, mes photos sous-marines, moi, que je prends en 2024, que j'ai pris l'été dernier, versus les premières que j'ai prises 2010, 2011, 2012. Ça a vu une différence. C'est bien plus clair maintenant qu'avant. Pas parce que je suis meilleur, parce qu'il y a moins de plancton. Absolument.
Absolument. Avant, on avait de la difficulté. Là, il y a encore des blooms, là, mais des périodes se restreignent. On voit que ça dure pas longtemps. Il y a moins de nutriments. Ben, c'est pas à cause qu'il y a moins de nutriments, je dirais, mais c'est plus parce que les frontières physiques qu'on parlait tantôt arrivent plus de bonne Ouais. heure. Tu sais. Ça, Fait que, c'est grave ici. Le phytoplancton, c'est la base de la vie sur Terre. ouais, Là, tu sais, je veux dire. absolument. Ouais. Puis l'autre chose, c'est que l'ensemble des écosystèmes marins, là, c'est comme le cycle du carbone. C'est important, ça, le cycle du carbone. Surtout dans un univers où ce que l'être humain en rejette de façon fossile là, des quantités inimaginables. On a besoin d'avoir des plantes qui viennent séquestrer tout ça. Puis les plantes terrestres, ben, on coupe toutes les forêts. On ne peut pas se fier là-dessus. On est en train de dévaster littéralement toutes les forêts. Fait que dans un but économique, encore une fois, il reste le phytoplancton des océans. Puis avec le réchauffement climatique, ben là, on voit que la portion sud, c'est-à-dire le Maine, la côte nord-est américaine, tout ça, sont en train de se vider. Dans les années 50, ils avaient commencé à faire des relèvements, eux, à cette époque-là, de biomasse. Et puis, ils en ont fait, je pense, ça fait 2 ans, puis ils avaient fait un comparatif, puis ils avaient perdu presque 60 de la biomasse des années 50. Hein? Puis ça, là, c'est très notable. Ça veut dire que quand Jacques-Yves Cousteau venait dans le golfe Saint-Laurent, venait à ses films, là, il venait faire ses films là, dans les années 70-80, ben, il y avait 3 fois plus d'oiseaux, il y avait 3 fois plus de poissons, il y avait beaucoup plus de mammifères marins. Tu sais, on ne parle pas des gros mammifères marins parce qu'ils avaient été décimés par les grandes chasses, mais il y avait plus de phoques, il y avait plus de... Là, aujourd'hui, à cette île ici, je te dirais, moi, quand j'ai commencé en 89 à sillonner le golfe, la région de cette île avait 2 ou 3 échoueries, je pense, qui étaient colonisées sur l'île, les îlets de Quin, ici à l'ouest, à Port-Cartier. Là. Tous ces animaux-là, quand la Molus s'est effondrée, ben, ils ont disparu. Aujourd'hui, il reste une vingtaine de phoques dans le bout des îles de Mai, puis il reste à peu près, je dirais, une trentaine de phoques communs dans baie de cette île, heureusement. Ils sont arrivés là, je ne sais pas de quelle façon, là, il y a une dizaine d'années, puis ils sont restés. Bon, on n'ira pas les écœurer, on veut qu'ils restent. Parce que quand moi, je suis aussi pilote de bateau touristique, fait que ça nous fait des produits touristiques à montrer Ben ouais. aux citoyens. Là, fait. Il ne reste plus grand-chose, en fait. Là, hein. Ça commence à être vraiment inquiétant. Il faut que les gens Ben, comprennent, à un moment ben, donné, Jacques, je vais là, te donner, moi, je vais te donner je vais te conter une petite affaire juste pour illustrer ce que tu dis. Tu sais, toi, tu as un point de vue de surface exemplaire. Moi, j'ai un point de vue plutôt sous-marin. Puis, tu sais, l'été dernier, là, il n'y a plus de poissons là, sur mes sites de plongée. C'est rendu, tu sais, moi, j'amène des gens avec moi pour observer les poissons. Tu sais, c'est quand même les vedettes de nos fonds marins que j'amène en plongée. Tu sais, la petite poule de mer Atlantique, de Terre-Neuve, elle, là, je te dirais qu'il y a pas longtemps, là, il y a 5-6 ans, j'en voyais 4-5 par plongée. L'été passé, j'en ai vu 3-4 dans l'été. ouais, le lompe est affecté, est très Ça va affecté. vite, vite, vite. Ouais. Je pense même que, je ne suis pas sûr, on devrait vérifier sur le COSEPAC si c'est pas rendu sur la liste. Là. Le lompe atlantique commence à avoir une baisse d'effectifs à peu près tous les poissons, mais Ça, il y c'est a la des grosse. poissons Mais spécifiques. la petite, il y en avait plein. Il y en a plus. Hémicryptère atlantique, là, j'en ai pas vu un de l'été passé. Tu sais, avant, moi, je voyais des grands bancs de maquereaux qui passaient sur mes sites de plongée. J'en vois plus. Moi, maintenant, là, je suis devenu un spécialiste de la photo d'anémone. Puis même encore, l'eau est tellement devenue chaude là, ces dernières années qu'il y en a beaucoup moins qu'avant. Tu sais, j'ai plongé l'été dernier. J'ai amené des gens à l'île aux œufs. Hein? Dans le coin C'est bien Pointe-aux-Anglais. Ouais, c'est bien Rivière-Pentecôte. Moi, quand j'ai fait mon film sur le naufrage anglais de 1711, je plongeais là. Hey, c'était recouvert d'éponges visitées, la face sud-ouest. Là, il n'y a plus rien. C'est rendu un caillou. C'est lisse, lisse, lisse. Il n'y a plus rien là-dessus. Comme tu dis, ce sont tous des organismes d'eau froide, ça. Et ils sont largement affectés justement par le réchauffement de l'eau. Puis je te dirais que c'est même plus inquiétant qu'on pense. Ici, là, juste en avant de cette île, on a le fleuve, une entière d'eau douce qui va suivre la péninsule gaspésienne. Hein? Donc, à cause du fait que normalement, le courant avec l'effet Coriolis devrait s'en aller vers la droite, se mélanger à l'eau de mer, tout ça, là, ça se fait pas. À cause de la péninsule de Gaspésie. Et ça génère le courant de Gaspé qu'on appelle.
C'est une lentille d'eau douce qui colle pas mal la rive sud, puis sur à peu près une dizaine de kilomètres, puis 50 pieds de profond, ça fait une genre de lentille qui agit comme un moteur par friction, qui génère au nord une espèce de gros tourbillon qu'on appelle le gire d'Anticosti. Alors ça, c'est la principale pouponnière à Kaplan. C'est-à-dire les caplans qui vont naître un peu partout le long des rives avec la fraie. Quand les larves vont éclore, sont pris par le courant. Ils ont juste un sac vitellin, donc ils vont se faire entraîner pendant une certaine période, comme tous les poissons dans le plancton. Et puis là, ils vont se concentrer en avant ici de cette île, entre Anticosti puis Pointe-des-Monts. En plein milieu, là, il y a une grosse gire et l'ensemble du plancton se concentre là. Les eaux sont rendues tellement chaudes qu'en 2023, on n'a eu aucun fret de Kaplan, sauf à 2 ou 3 biches à Terre-Neuve. Et ça, les gens ne savent pas. Ça, là, c'est jamais, jamais vu, ça. Ouais. Et ça, c'est inquiétant. Ça veut dire qu'il y a 4 ans auparavant. Parce que pour venir frayer, ça prend 4 ans de grossissement pour que l'animal arrive à son état adulte, qu'il soit capable de se reproduire. Ça veut dire qu'il y a 4 ans, l'eau était tellement chaude que ça a probablement tué toutes les larves de morue. Ou une épisodie, peu importe. Ouais. Ouais. Donc, ça, c'est la base. C'est la base de tout ce qui se nourrit dans le milieu océanique, les oiseaux de mer, tout ça. En 2016, la colonie de mouettes tridactyles est disparue. C'est la plus grosse du Golfe. Celle de l'île du Corossol, elle a disparu. Et en 2016... on avait une petite à Bécomo, là, sur le brise-lame, là, disparu. Disparu. Donc, les mouettes tridactyles, là, il y a des espèces, comme tu disais tantôt, le petit long, ou encore la mouette tridactyle, ou encore le caplan. Ce sont tous des animaux qui sont directement affectés lorsqu'ils commencent. Donc, eux, là, ils nous envoient le signal qu'il se passe des choses très importantes. Il y a des grands changements. 2023, Jacques, juste pour, encore une fois, là, préciser ce que tu dis, 2023, là, ça a été un été absolument abominable dans les eaux de l'estuaire. Moi, je suis dans l'estuaire, toi, tu es dans le Golfe. À Bécomo, durant le mois de juillet, j'ai pas fait une plongée en bas de 10 degrés Celsius et je te jure, Jacques, j'ai fait une plongée à 30 mètres une journée. J'ai fait une plongée à 30 mètres et l'eau était à 17. Ouais. C'est incroyable. J'avais même pas ça en Méditerranée. J'avais même pas ça en Méditerranée. C'est pas croyable. Les anémones étaient toutes le kakeba, les psolus. Moi, j'ai beaucoup moins de concombres de... Tu sais, puis là, ils nous parlent de la fourchette bleue, là, Exploramer, des affaires-là. Là. Tu sais, tout le temps, essayer de trouver d'autres espèces à commercialiser, puis tout ça. Là, le concombre de mer, puis là, on va commercialiser l'autre, puis ci, puis ça. Ouais. Les concombres de mer, moi, j'ai pas besoin de pêcheurs pour les faire disparaître. Ils supportent pas ces eaux chaudes-là. J'en ai beaucoup moins. Les psolus écarlates, il y en a presque plus sur mes sites. Les anémones criblées, là, que si tu leur mets de l'eau à 10-12 pendant 2-3 semaines, là, oublie ça, ça marche pas, là. C'est un milieu subarctique, c'est censé être tu sais, pour que les gens comprennent, quand je dis 10 degrés, moi, normalement, mes eaux sur mes sites de plongée, c'est moins 1 à 4 degrés Celsius. Pas 15! Bien, tu as tout à fait raison. Moi, je me suis acheté un sous-marin, justement, pour... analyser la colonne d'eau parce que mon sous-marin, lui, en temps réel, j'ai les températures, bon, j'ai plein de paramètres, là. Et puis, effectivement, quand on descend, on a vu, nous autres, on a fait l'océan à vue du cœur, hein, avec Yolande Cadrin-Rossignol, la réalisatrice, Dominique Michaud, tout ça, sont venus ici, puis j'ai été embauché, j'ai amené mon sous-marin, on était se promener dans des herbiers. Ça, c'est au printemps, là, les eaux sont à moins 1 degré, 0 degré. Ben, tu aurais dû voir la quantité faramineuse qu'il y avait de... Tu sais, les colonies de salpes, là, miniatures, là. Comment ça les appelle, les autres, les siphonophores. Des siphonophores. Ah oui, il y a une année, il y en avait plein. Ben, c'est ça. Ça, c'est des organismes qu'on ne voyait pas avant, ces siphonophores. Ça, c'est rendu qu'il n'avait que ça. On voyait des papillons de mer avant, là, tu sais, des espèces de gastéropodes. Normalement, c'est l'hiver. Puis là, moi, je les avais l'été. Il n'y en a plus. On rit, mais en réalité, c'est crissement dramatique ce qui est en train. Non, c'est pas drôle parce que moi, c'est la vitesse à laquelle ça va. Puis là, tu sais, je ramène ça dans nos histoires de phoques. Là. Ça va tellement vite. Moi, j'ai jamais été, comment dire, donc heurté par la façon que la chasse se passait. Tu sais, moi, je trouve qu'on vit sur une planète qui est assez violente. Les humains, tu sais,
Une meute de loups qui met à mort un orignal, c'est pas ben beau. Je veux dire, ça fait partie. Fait que, la manière, moi, la gapique, puis tout ça, là, je m'en sac. Moi ce qui me fait halluciner dans ce dossier-là, c'est que le golfe Saint-Laurent, l'estuaire du Saint-Laurent sont au bord du gouffre. Les populations de phoques dont on parle ne sont pas en explosion démographique. C'est faux et archi-faux. Ce ne sont pas les responsables de l'effondrement des populations de poissons. Et là, moi, à mon point de vue, le principe de précaution devrait s'appliquer d'une manière exemplaire. Toucher à rien, on est au bord. Tantôt, tu as osé dire le mot, la formule qui me terrorise, zone morte. Ça pourrait arriver pour vrai. Absolument. Moi, imagines-tu que toi, tu te lèves à toi le matin sur le bord de ton golfe, puis il n'y a plus rien. C'est moi, le requin du Groenland, là, qui était l'espèce vedette de Bécomo. On me disait, là, il y avait du monde de partout dans le monde qui venait voir cette espèce-là parce que de 2003 à 2009, il remontait à la surface puis il était vraiment visible dans son état, dans son habitat naturel. C'est une espèce qui, normalement, vit autour des 400 mètres. Penses-tu qu'il survit dans de l'eau hypoxique où il n'y a plus rien? Non. Puis ça, c'est moi, ce qui m'horrifie le plus, c'est d'avoir des organismes comme Exploramer, tout ça, qui avaient des vocations avant plus instructives, se prêter à cette industrie-là maintenant, probablement dans un but de rentabiliser le centre, là, se prêter à ces massacres animaux qui nous relaient au même titre que les îles Faroé avec le Danemark, qui massacrent des dauphins, ou encore le Japon, qui massacre des grands rorquals, la Norvège. Alors, c'est très, très déplorable de voir le peu d'évolution qu'on a fait avec une réduction drastique, durable de la biodiversité, et ça depuis les années 50. Mais ça a commencé avant, là. Mais depuis les années 50, là, on pourrait penser qu'avec les connaissances qu'on a, on aurait pu avancer, on aurait pu changer les choses. Là, on est rendu en 2024, on retourne en arrière, tu sais. Fait que c'est encore pire que c'est de la Madeleine. Tu sais, quand tu as rendu qu'ils développent des infrastructures pour faire de l'huile, ça te rappelle-tu quelque chose, tout ça? Ouais. Ouais, ça me rappelle pas mal la belle époque l'âge d'or de la chasse à la baleine. Tu sais, voyons, là. C'est la même chose. C'est exemple, qu'on le veuille ou pas, c'est la même chose. C'est surtout qu'on est en train de tuer peut-être les seuls animaux qui pourraient amener une certaine période de résilience dans un milieu qui change drastiquement. Parce qu'on disait tantôt, ils jouent un rôle, ces animaux-là, très important, d'ensemencer les océans, de contrôler les espèces qui profitent du manque de prédateurs. Donc, on parle de cascade trophique, et là, ça amène un paquet de problèmes. Donc, il reste que quelques grands prédateurs. On parle de 310 000, 56 000 dans le golfe. On est en train de réfléchir à en faire une industrie. Au lac Saint-Jean. Mais je dois te dire, par exemple, que la principale espèce visée, c'est le phoque du Groenland, parce qu'il est plus facile à traiter, il est plus intéressant au niveau des graisses, au niveau de tout. Mais là, on l'a vu avec la dernière émission là, qui a passé à la Semaine verte. On voit que même au niveau de Terre-Neuve, ceux qui y vont juste par simple culture, parce que si on disait, ben, les gens vont à la chasse parce qu'ils l'ont toujours fait, ben, ça, c'est quelques individus. Ils vont mourir dans peu de temps. Les jeunes vont plus à la chasse comme avant. On pourrait penser éventuellement que la nature va avoir une chance. Mais là, non, on est en train de penser à recréer des grandes industries. Tu sais, des grandes industries pour axer sur le massacre animal en 2024. C'est presque pas croyable. 25. En 2025 en plus. Ah, Seigneur, écoute. Il y a des autres espèces qui arrivent, Patrick. Je suis obligé de dire qu'à un moment donné, il va falloir faire des distinctions dans les espèces parce que nous, ici, ce qu'on avait arrivé dernièrement à Port-Cartier puis à Sept-Îles, c'est des phoques barbus qui proviennent de. Parce qu'eux aussi, là, ont des gros problèmes. Les phoques barbus, les phoques annelés. D'ailleurs, ceux de la région Pacifique, là, je pense qu'ils vont les mettre sur espèces en danger là, prochainement, là, selon le comité COSEPAC, là, parce que tout ce couvert de glace-là qui est en train de disparaître, il menace littéralement ces espèces-là qui ont vraiment. Fait que là, on voit des ours polaires, des phoques barbus qui commencent à rechercher littéralement des nouvelles aires de distribution parce que leur milieu est en train de changer radicalement, probablement même plus vite qu'ici. Parce que l'Arctique, c'est plus juste 1,5 degré, c'est 6 degrés de différence, 7 degrés. Donc,
ces animaux-là sont mis en grand danger, puis là, on commence à en voir arriver ici. Fait qu'il y en a, tu sais, ils voient des phoques barbus. Je regardais à cette île, là, puis il y en a qui, tout ce que je voyais sur Facebook, ah, il y a trop de phoques, tu ne savais même pas qu'est-ce qu'il y avait entre les yeux, devant les yeux. Il est en Ah train, ouais. déjà, encore une fois, de démoniser les phoques sans même connaître qu'est-ce que c'est qu'un phoque, tu sais. Fait que ça, C'est plein. C'est le plein de gros réfugiés problème, c'est climatiques. l'ignorance. Ah ouais, L'ignorance, ça là, c'est sûr, ça c'est sûr. Puis là, on s'entend-tu qu'avec ce qu'on vient de discuter, on va se faire tirer des tomates parce que sérieusement, ce qu'on a dénoncé, tu sais, le fait que c'est pas vrai qu'il y a trop de phoques, c'est pas vrai qu'ils mangent tout le poisson, c'est pas vrai que le Saint-Laurent peut supporter ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire de relancer une chasse industrielle. Ça, la plupart des gens pensent que c'est tout correct, ça, là. Ça fait que, ouais. tu sais, deux gars de même avec un balado qui vont à contre-courant, on se fera pas nécessairement des amis, mais je pense que c'est pas ça les objectifs de nos vies respectives. Moi, D'ailleurs, je t'en félicite parce que j'ai compte sur mes 10 doigts, là, les gens en ce moment qui sont capables vraiment de. Puis ça prend l'expertise, ce dont tu vas. Donc, ça prend une expertise pour être capable de se prononcer. Et beaucoup de gens qui se prononcent sur les réseaux sociaux concernant la chasse aux phoques ont ouais. zéro expertise. Ben, c'est Zéro. pas ça. Ils sont jamais. Il y en a là, 80% ont seulement jamais été en mer. Ah non, c'est sûr, D'ailleurs, il c'est y en sûr. a un qui s'obstinait avec moi. Il disait, moi, j'en fais de la gestion faunique. Je suis un chasseur. Non, non, tu fais aucune gestion faunique avec ton gun. Tu tues des animaux. Être Ah ouais. gestionnaire de la faune, c'est autre chose, là. Tu sais, fait que ces gens-là, là, ils sont là, puis ils suivent une ligne de courant de pensée parce que on dirait que, moi, je pourrais dire, quand tu viens t'attaquer à nos cultures, à notre façon de faire, tout le monde monte au barricade, hein? Ouais, on le voit en ce moment avec Trump, là, ce qu'il est en train de faire. Là, tout le monde est en train de se camper, puis là, on va se battre, puis ça. Ben, c'est exactement la même chose qui est arrivée avec la chasse aux phoques. La chasse aux phoques faisait partie intrinsèquement du Canada, de l'Est du Canada. C'était une façon de faire qui était déplorable, mais qui était acceptée par tout le monde parce qu'il y avait de l'économie, il y avait plein de choses alentour de ça. Puis, aussitôt que Paul Watson est arrivé ici, puis a commencé à dénoncer la chasse aux phoques, on l'a vu comme un écœurant, ici, ça. Puis là, on démonise tous les écologistes, ça. Il faut faire attention entre un animaliste et un écologiste. Il y a deux distinctions à faire. Un animaliste, il voit un beau toutou qu'il ne faut pas toucher. Un écologiste, ben, moi, je ne suis pas contre la chasse aux phoques si c'est fait de façon individuelle, culturelle, bon, comme un chasseur d'orignal. Moi, je ne le ferais pas parce que je trouve que c'est des animaux trop importants. Mais quand on commence à toucher la chasse puis qu'on veut la transformer en industrie, ah, là, il y a un sérieux problème. Un C'est sérieux ça problème. qu'on dénonce aujourd'hui. Nous, ce qu'on ne Exactement. veut pas, c'est que ça devienne une industrie. Puis les Gilles Thériault de ce monde, tabarouin, là, changer de façon de faire, changer de paradigme, là, on est rendu en 2025, vous êtes capable de faire autre chose que de préconiser du massacre animal. D'ailleurs, c'est plus payant des animaux vivants pour le tourisme que de le flinguer, puis après ça, tu n'as plus rien à montrer. Pas compliqué, ça. Exactement. Sur ces sages paroles, Jacques, je te dis un énorme merci d'avoir accepté mon invitation. Puis on a d'autres sujets. On a parlé d'Hydro-Québec, des barrages. Je vais te réinviter. Sérieusement, moi, quand j'ai lancé ce balado-là, je savais qu'il y avait un créneau puis qu'il y avait une place pour qu'on dise autre chose que ce qu'on entend partout. Puis je me rends compte que je ne m'étais pas trompé encore une fois. Ben, Avec, en tout cas, félicitations pour ton balado. Je pense euh, que tu remplis une case qui était laissée vacante, une case qu'on ne retrouve plus depuis des années, puis que franchement, que les gens ont vraiment besoin pour être bien informés. Pour après ça, Ben, tu reste sois pas loin capable. parce que là, il y en a des biologistes qui vont embarquer. Puis, tu sais, là, je fais quelque chose sur tu sais, les chauves-souris, le museau blanc. Il y a plein de trucs. J'essaie de vraiment, tu sais, de me frayer un chemin pour ramener des dossiers à la surface. Puis, comme je te dis, je te réinvite. Puis pour les gens, ben, c'est ça, je viens de vous dire, il y a d'autres sujets. Là, j'en ai plein, là, plein de canets d'enregistrer. Là, je finis la boucle Norvol, qui est un scandale, cette histoire-là. Je te remercie, Jacques. Je te dis au revoir, puis on se revoit dans une prochaine discussion. Patrick, je te souhaite bon courage, puis je reste là pour si jamais tu as d'autres demandes. Gêne-toi pas. Merci, mon ami.